Salut à tous, alors ça y est, c'est parti, on avance sur Gathering Storm, on est sur la dernière partie qui concerne les 3 tomes, donc du coup il y avait 3 tomes qui constituaient la fin de la V7 pour passer à la V8, ah ouais ça ne rajeunit pas, ça commence à faire une dizaine d'années, voire plus, hein, mais bon voilà le temps passe, mais c'était vraiment une super série, pour moi c'est, j'ose le dire, hormis peut-être le Résidorus, mais les Résidorus il y a 54 bouquins, plus je sais pas une vingtaine d'autres à côté, donc ça commence à faire énormément de choses, mais sinon dans la trame narrative de Warhammer 40 000 qui est sorti dans des magasins Games Workshop et qui n'était pas de la Black Library, je pense que Gathering Storm c'est la meilleure série en termes de lore, d'avancement du lore. Bah oui, rendez-vous compte, on est passé de la galaxie un petit peu dangereuse à la galaxie avec la cicatrice Maledictum, ça vient de cette série là de Gathering Storm et je vous compte eh bien tous les événements qui ont conduit à l'ouverture de la cicatrice Maledictum, ça on l'a déjà vu depuis pas mal de temps, à l'éveil de Roboute Guilliman. Ça va être dans ce tome-là. Donc, si vous n'avez pas vu les précédentes séries, eh bien, je vous remets la playlist qui s'affiche en haut à droite. Donc, comme ça, vous pouvez aller regarder. Ça peut être intéressant de se refaire toute la série. Il y a vraiment beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Donc là, c'est parti. Toutes les semaines, comme ça, vous allez avoir un épisode sur Gathering Storm. Je verrai en fonction de l'actualité, des fois, s'il y a autre chose. Peut-être que j'insérerai des segments autres que uniquement Gathering Storm, mais sinon c'est tous les jeudis à 18h et en fonction de si j'ai pris de l'avance ou pas, n'hésitez pas à passer par Tipeee. Déjà ça me permet moi de continuer à faire ce travail, c'est comme ça que je gagne ma vie, et puis aussi vous avez les vidéos en avance sans publicité, et puis vous avez votre magnifique nom qui apparaît dans la liste des tipeurs, donc voilà, pour vous faire plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas on a fait un petit design assez sympathique, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis, c'est parti pour Gathering Storm, l'avènement du Primarque. Un petit rappel d'abord de ce qui se passe. Donc on est sur l'âge des légendes. Et oui, il y a une grande légende, beaucoup de légendes vont s'écrire ici. Donc la 13e croisade noire d'Abaddon est sur Cadia. C'est la plus puissante jamais observée. Et il y a d'énormes forces de défense qui sont là et qui s'amassent pour essayer de bloquer l'arrivée d'Abaddon. Alors l'objectif d'Abaddon, lui, est de détruire Cadia, cette porte qui protège en fait l'œil de la terreur. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a une faille warp qui existe, qui est l'œil de la terreur. Et c'est un des seuls point de passage pour les forces chaotiques pour aller dans l'univers matériel. C'est une faille qui est ouverte et la porte cadienne défend cette place forte. Vraiment, pour ça, vraiment l'image de la porte, on peut pas trouver mieux. Donc, il y a des chapitres Space Marine qui vont arriver pour renforcer les défenses. Donc, on a les Black Templars et on a surtout les Imperial Fist avec le capitaine Garadon et surtout, lui, il vient avec Phalanx. Phalanx, c'est ce fort stellaire qui peut se déplacer, qui d'habitude est stationné sur Terra pour protéger Terra elle-même, et là il va venir porter main forte aux défenseurs. Il y a un magnifique combat entre Phalanx et puis une Blackstone Fortress. Ce qui se passe, c'est que sur la planète, sur Cadia, on va faire revenir des personnages. On a le retour de Sainte Célestine. Sainte Célestine, c'est un personnage qui apparaît suivant la volonté de l'empereur. Et là, elle apparaît au milieu des défenseurs de Cadia pour justement apporter la parole de l'empereur et puis redonner un peu du moral aussi, bien sûr, aux troupes impériales. À côté de ça, on a quelque chose de beaucoup plus inattendu, c'est Thrasill l'Infini qui va libérer de stase l'inquisitrice Greyfax et qui va lui permettre de venir prêter main forte. Alors j'avoue que même avec le recul d'avoir vu ça depuis des années, j'ai encore du mal à comprendre, voire je comprends pas la portée que peut avoir l'inquisitrice Greyfax, parce que elle est, jusqu'à présent en tout cas, elle n'a jamais eu un rôle très prépondérant. Au contraire même, elle lutte contre Sainte Célestine, donc c'est plutôt contre-productif parce que elle va essayer d'attirer les Black Templars à elle, puisque les Black Templars en fait ce sont les chapitres, ça fait partie des chapitres les moins croyants. Pas les moins croyants, ça c'est une bêtise, mais les plus acerbes en fait tout ce qui est pouvoir psychique. Et Sainte Célestine a des pouvoirs psychiques, en tout cas incarne une présence psychique, et forcément les Black Templars c'est pas forcément ceux qui vont être le plus amène de regarder Sainte Célestine en disant voilà c'est bien, c'est la réalité de l'empereur. Et donc Greyfax elle va s'appuyer sur les croyances des Black Templars pour essayer vraiment de faire pression un petit peu sur eux pour que eux fassent pression aussi sur Sainte Célestine. Et si on avait écouté Greyfax, je pense même que Sainte Célestine aurait été directement tuée sur Cadia par les forces de l'Imperium,
bien sûr. Et en fait, c'est là où je me dis, mais Trazyn, en fait, quel est son rôle ici? Pourquoi il vient libérer Greyfax alors que c'est contre-productif, alors que on suppose quand même que Trazyn, son but, c'est d'aider les forces de l'Imperium. Pourquoi aider les forces de l'Imperium? Parce qu'il lutte contre le chaos. Et s'il peut permettre aux humains, en fait, de maintenir Cadia, qui permet justement à l'œil de la terreur de rester dans l'état dans lequel il est. Après, voilà, on n'avait pas encore la notion que l'œil de la terreur allait s'ouvrir et créer la cicatrice Maledictum, mais en tout cas, le but de Trazyn, c'était ça. On a même un passage où on a justement Belisarius Cawl qui vient sur Cadia pour essayer de percer les secrets des pylônes. Et en fait, il apprend que toutes les croisades noires d'Abaddon jusqu'à présent avaient pour seul but en fait d'affaiblir la trame de la réalité pour permettre aux forces du chaos d'accéder plus facilement à l'univers matériel. Et que Abaddon est sur le point de réussir parce que la seule planète qui reste encore apte à défendre le monde réel, c'est Cadia et ses pylônes. Alors, il est aidé à un moment donné par Trazyn, justement, il rencontre Trazyn. Trazyn l'aide un petit peu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je pense vraiment que Trazyn ou alors vraiment lui il s'amuse, il regarde avec le popcorn, le cyber popcorn néchronique, et puis il regarde ce qui se passe un peu. Mais parce qu'à un moment donné, il va aider vraiment, il va aider Belisarius Cawl à comprendre un peu le fonctionnement des pylônes. Et puis à côté, enfin c'est vraiment la libération de Greyfax. En fait, c'est vrai qu'en la relisant là maintenant, je me suis dit mais en fait Greyfax ça sert à rien. Greyfax ça sert à rien. Donc voilà, après c'est pour qu'il y ait peut-être une tension scénaristique. C'est vrai que Trazyn c'est l'ami des scénaristes et il y a cette tension scénaristique de dire que même dans les forces de l'Imperium, il y a toujours cette image de ce n'est pas une force unie en fait. C'était pas comme à l'époque des grandes croisades où on avait vraiment une force complète de l'humanité qui était guidée par l'empereur et voilà le maître de guerre à une époque et qui était unie. Là on a vraiment des dissensions à l'intérieur en fait des forces, peut-être pour rajouter un peu encore de pression. Ensuite ce qui s'est passé c'est que bien évidemment Cadia a été détruite parce qu'il y a la dernière Blackstone Fortress qui s'est écrasée sur Cadia, qui a brisé en fait sa croûte et les pylônes sont tombés et la cicatrice Maledictum s'est ouverte. Ce qui s'est passé aussi dans le même moment, plus ou moins, à un autre bout de la galaxie, c'est que dans la civilisation des Eldar, eh bien, il y a un nouveau dieu qui est apparu. Donc ça c'est aussi une histoire que je vous ai racontée avec Eldrad Ultran qui a ressenti en fait la présence d'un dieu dans la trame du destin, caché quelque part dans un royaume, voilà, le War peut-être, ou je ne sais pas, mais caché quelque part, il a senti cette présence et il a essayé d'éveiller Inid, qui est le dieu de la mort pour les Eldar. Alors, le dieu de la mort, c'est vrai que ça peut être un peu perçu comme étant négatif, mais en fait non, il faut se rappeler que les Eldar, quand ils décèdent, en fait, leur âme est immortelle, donc leur âme, normalement, doit passer dans un cycle, en fait, c'est-à-dire que elle rejoint le Warp, ou alors je sais pas si c'est le Warp en fait, je sais pas d'ailleurs où va l'âme des Eldar, peut-être que c'est le Warp en fait, et malheureusement depuis qu'il y a Slaanesh lui se nourrit de l'âme des Eldar, donc leur âme est mangée par Slaanesh, absorbée par Slaanesh, et c'est pour ça qu'en fait ils portent des pierres esprits, pour que quand ils décèdent, leur âme soit aspirée par la pierre esprit, et que la pierre esprit soit mise sur le circuit d'infinité des vaisseaux mondes. C'est une sorte de zone dans laquelle les âmes peuvent se déverser, communier avec les autres âmes du vaisseau monde et puis aussi réussir à réintégrer l'espace matériel avec les constructs de moelle spectrale, donc typiquement Seigneur Fantôme, Garde Fantôme, voilà. Donc on a vraiment cette autre voie qui est apportée par Eldrad Ultran de dire il y a une autre voie, c'est quand l'âme des Eldar, quand un Eldar meurt, au lieu d'aller dans une pierre esprit, au lieu d'être absorbé par Slaanesh, il va être absorbé par Inid. Inid, le dieu de la mort, qui va se nourrir lui aussi en fait de l'âme des Eldar, sauf que il ne va pas effacer ni oblitérer l'âme, et en fait il va l'intégrer au personnage. Et donc l'incarnation, plutôt la personne qui va mener vraiment cette campagne après, c'est Yvraine. Yvraine, c'était une gladiatrice Eldar noire. Alors elle a eu beaucoup de... je vais pas tout refaire évidemment, mais elle est passée par... Elle a d'abord été guerrier aspect, après elle a été corsaire, après elle était gladiatrice dans les arènes de Comorag. Et là, elle s'est battue contre l'élite Esperax, et quand elle a été battue
par Lilith, et bien au moment où elle mourait, c'était le moment aussi où Eldrad Ultran réussissait à éveiller l'âme d'Inid. Et ce qui s'est passé, c'est que on a la Death Watch avec Artemis qui est venu en casser les bonbons, hein, puis chambouler le sort de la galaxie, et qui a empêché la naissance complète d'Inid. Et Inid, malgré tout, comme il a été éveillé, eh bien il a pris Yvraine, qui était en train de mourir à ce moment-là, comme sa prêtresse. Donc il y a eu une renaissance et ça a détruit une bonne partie de la cité de Comorak, des Eldar Noirs, et puis ça a fracturé un peu aussi ce monde-là dans la toile. Yvraine, du coup, a réussi à capitaliser un petit peu de force et avec un petit effet un peu boule de neige, elle a réussi à convaincre différents membres, alors des Drukhari d'abord, donc tous ceux qui la suivaient dans l'arène, parce qu'en fait elle avait toute une coterie avec elle. Ensuite, elle a été sur des vaisseaux mondes, donc elle a été rejointe par le Vizark aussi qui, lui, est guidé et sait qu'il doit défendre Yvraine. Et puis comme ça, ensuite elle a été sur Bieltan, parce qu'elle savait que sur Bieltan, c'est là qu'il y avait l'incarnation d'Inid avec un avatar d'Inid. Donc ça a causé la destruction du noyau de Bieltan. Alors maintenant on sait que Bieltan en fait il est en train de mourir, mais il n'est pas vraiment mort encore. Il est en train d'agoniser, mais peut-être qu'à long terme on peut imaginer voilà, que quelqu'un puisse réparer vraiment Bieltan. Mais en tout cas Bieltan a vraiment souffert très lourdement du passage d'Yvraine, mais en échange, il a permis une nouvelle voie. Et en fait, l'avatar l'incarne, l'avatar d'Inid, lui est vraiment une solution parce qu'on a pu vérifier qu'en effet, quand les Eldar mouraient autour de lui, autour d'Yvraine, Yvraine était capable, sans les pierres esprits, de récupérer en elle l'âme des Eldar défunts et d'accéder à leur connaissance, de pouvoir communier avec eux, de pouvoir parler avec eux et même de pouvoir réintégrer ces âmes dans des constructs. Et on a vu que sur Yanden, en fait, parce qu'elle a fait un petit peu pas mal de voyages, hein. Elle a été sur Yanden aussi, et puis en fait, il s'arrivait assez facilement à transmettre l'âme dans les constructs et que les constructs qui étaient façonnés en fait avec le système d'Yvraine étaient des vraies incarnations des Eldar. C'est-à-dire que Construct, un garde fantôme, il a une vision, enfin traditionnellement, il a une vision très parcellaire de la réalité. C'est-à-dire qu'il est entre les deux mondes, donc il n'a pas vraiment une pleine conscience, il n'a pas toutes ses capacités, il a du mal à se mouvoir, donc c'est des entités assez lourdes, assez pesantes, où ça va être difficile de communier avec eux. C'est pour ça qu'il y a un spirit qui les accompagne et qui permet à l'escouade de garde fantômes d'avoir une meilleure perception en fait du monde qui les entoure. La différence, c'est qu'avec Inid, qui permet de réintégrer l'âme, c'est l'âme à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'Eldar tel qu'il était, avec ses capacités martiales, dans un corps différent. Mais c'est vraiment son corps qui a changé, mais pas son esprit, ni ses capacités, ni sa mémoire. Et ça change tout. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'en termes de jeu, on n'a jamais vu cette différence entre... On aurait pu avoir des gardes fantômes et puis des gardes fantômes éveillés, ou des gardes fantômes d'Inid. Ça aurait été vraiment sympa, Seigneur fantôme d'Inid, qui serait je sais pas, un exarque... à chaque fois, je fais penser à ça, l'exarque scorpion en mode, voilà, Seigneur Phénix, enfin, Seigneur fantôme. Ça aurait été vraiment pas mal. Alors du coup, Seigneur Phénix, on a eu Jenzar à un moment qui est venu aussi aider la cause des Inari. Tous les Eldar qui suivent Inid et Yvraine sont appelés les Inari, c'est-à-dire ceux qui croient vraiment que c'est une solution. Alors bien entendu, il y a aussi beaucoup d'Eldar qui pensent que Yvraine est une traîtresse, qu'elle a causé la destruction de Bieltan volontairement et qu'elle est manipulée en fait par les forces du chaos. Alors il y a aussi pas mal de choses. Je parle un tout petit peu vite fait d'Altanzar qui était un vaisseau monde qui était aussi dans l'œil de la terreur et qui a réussi à s'en sortir à un moment donné. Donc bien sûr, tous les autres Eldar, c'est pareil, se méfient en fait de ce vaisseau monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite Yvraine, elle a continué son petit périple, elle a été sur Ultwé la maudite, et sur Ultwé, c'est là où ils sont aussi les plus proches de l'œil de la terreur, et eux sont aussi traités un peu de paria par la civilisation des Eldar des Craftworld, parce qu'ils sont trop proches de l'œil de la terreur. Et en fait, eux-mêmes se sont fait, je
toujours dit ça parce que c'était vraiment un passage qui était assez puissant, se sont dit mais comment on peut juger les habitants d'Altanzar étant donné que toute la race des Eldar nous considère, nous habitants d'Ulthué, comme justement des parias qui sont influencés par les pouvoirs du chaos. Et nous-mêmes, on va dire la même chose à ceux d'Altanzar. En fait, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc bien sûr, il y a eu des dissensions au sein du vaisseau monde d'Ulthué. Il y a eu aussi Eldrad Ultran, bien sûr, qui était là, qui s'est fait destituer de son titre. Alors, parce qu'il avait fait des choses pas très recommandables. Enfin, mais bon, voilà, hein, encore une fois, lui, il a un but à atteindre. Et ce but, l'autorise selon lui à quelques sacrifices. Les sacrifices étaient des grands prophètes qui ont été sacrifiés justement pour faire cet éveil d'Inid, qui a marché quand même à moitié, hein, parce que Inid a été quand même semi-éveillé, et puis on a même l'avatar d'Inid. Ce qui est assez intéressant à long terme, c'est d'imaginer que si Inid peut se réveiller à son plein potentiel, il serait capable de lutter contre Slaanesh, et voire de détruire Slaanesh. Mais pour se réveiller à son plein potentiel, il faut que l'ensemble des Eldar meurent, pour que toutes les âmes des Eldar rejoignent cette conscience collective, fusionnent dans Inid, et là, pour avoir suffisamment de puissance pour détruire Slaanesh. Alors après, tout le monde se dit, mais oui, mais à quoi sert de mourir vers Inid? Sauf que Inid, en fait, il a ce pouvoir de renaissance, donc il peut redonner en fait la vie. Et voilà, bon, bien sûr, après, c'est toujours un petit peu difficile, hein, quand on te dit, non, mais vas-y, sacrifie-toi, et puis tu vas renaître. Mais je suis pas sûr que la renaissance existe. Ah bah écoute, si tu prends le risque ou pas. Donc il y a ceux qui prennent le risque, qui accompagnent Yvraine, et ceux qui ne prennent pas le risque. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est pas une croyance, hein, c'est pas comme certaines choses où des fois on dit les gens croient, mais on ne sait pas, on n'a pas de vraies preuves. Là, c'est clair et net que c'est une réalité. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les pérégrinations d'Yvraine l'ont emmené vers la lune de Claysus. Et la lune de Claysus, c'est un point important parce que c'est là aussi où, ce qui restait en fait des forces de Cadia qui essayaient d'échapper à Abaddon, se sont retrouvées. Et elles se sont retrouvées acculées, c'est-à-dire qu'Abaddon les poursuivait avec toute sa force. Et puis, il n'y avait plus d'échappatoire pour les dernières forces où on trouvait Sainte Célestine, les Black Templars, l'archimagos Belisarius Cawl, le fameux reliquaire qui protège. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas c'est quelque chose de très 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 important. Et puis ils se sont retrouvés acculés, presque désespérés, et c'est le moment où un portail warp s'est ouvert. Des forces des Inari sont venus, ont analysé vite fait la situation. Des impériaux qui luttent contre des chaotiques. Bon allez, ok, on va prêter main forte aux forces de l'Imperium. Ce qui se passe aussi, c'est que Eldrad Ultran, il suit Marchemonde, qui est un Eldar, un Arlequin Eldar, et qui du coup permet de faire un petit lien avec justement les Eldari pour qu'il y ait une alliance qui puisse exister. Et donc, ils se sont enfuis et ils ont passé un pacte pour ensemble faire une croisade pour retourner sur le monde d'Ultramar. Parce que des révélations qui ont été faites par Belisarius Cawl, la solution pour vaincre le chaos, ou en tout cas lutter contre le chaos, c'est d'apporter en fait le reliquaire sur le monde d'Ultramar. Donc c'est le périple qu'on va suivre justement dans l'éveil du Primarque, ou l'avènement du Primarque. Les ennemis de l'empereur sont tellement corrompus qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mènent des existences pitoyables. Tuer de telles créatures peut sembler un acte de miséricorde. Pourtant, il ne faut pas le voir ainsi, car les hérétiques, le Xéno et le traître ne méritent aucune compassion. Leur mort doit être dédiée au maître de l'humanité, si bien que chaque vie que vous prenez doit être vue comme un sacrifice offert à sa gloire éternelle. Telles sont les réflexions sur la nature de la vengeance divine par Sainte Célestine. Alors, quand on arrive dans le feu de l'action, que se passe-t-il? On arrive sur une scène d'Ultramar, où on a... Ultramar, c'est une planète avec beaucoup de montagnes. Donc, dans ces montagnes, on a des forces de défense d'Ultramar, donc pas forcément des Space Marines, mais des humains. Donc, la garde impériale qui défend les mondes d'Ultramar, qui est un des endroits qui, si ce n'est même peut-être après Terra, l'endroit le plus fortifié, le mieux défendu, le mieux organisé. Ultramar, ça a toujours été le joyau de l'Imperium parce que il est protégé bien évidemment par les Space Marines qui ont un rôle un peu plus présent que partout en fait dans la galaxie, où en général c'est souvent des forces d'attaque, de croisade, alors que là les Space Marines ont
pris le pouvoir. Alors pris le pouvoir dit comme ça sonne un petit peu mal, mais ont organisé en fait le pouvoir, et c'est Magnus Kallgar qui gère en fait les mondes du joyau d'Ultramar, et qui sont la plus belle version de l'humanité encore présente au 41e millénaire, et je pense voilà qu'ils sont les plus proches des valeurs défendues par l'empereur lors de la Grande Croisade. Malgré tout, quand on a cette scène d'ouverture, eh bien on voit que les membres de la Black Legion sont là et sont en train de scruter un peu ce qui se passe autour d'eux. Toutes les défenseurs d'Ultramar ont été vaincus. Alors il y a quelques renégats qui sont tombés, mais bien sûr hein, les Space Marines du chaos sont bien supérieurs aux forces de l'humanité, même si c'est des élites surentraînées, des forces de métier, etc. Ils ont quand même réussi à facilement triompher des forces d'Ultramar, et ils sont en train de guetter ce qui se passe. Et leurs Auspex un petit peu s'affolent parce qu'il y a des énergies qui sont en train d'apparaître sur le côté des montagnes, et ils sont alertes pour essayer de voir d'où viennent en fait ces perturbations. Avec leur analyse, ils n'arrivent pas vraiment à voir d'où ça vient, et tout d'un coup il y a une sorte de concentration d'énergie et une explosion psychique, ou d'une pulse de force en tout cas, qui les projette au sol, donc on imagine quand même la puissance, et en fait apparaît au milieu de ce maelstrom d'énergie une sorte de forme qui pourrait passer pour avoir toujours été là, tellement elle est gracieuse et intégrée à la courbure en fait de la montagne. Et de ces courbures en fait jaillissent une pluie de shurikens, des monofilaments qui viennent détruire les forces de la Black Legion. Et puis on a des Eldar qui sortent et qui attaquent directement les forces du chaos. Alors bien sûr, comme ils sont pris par surprise, ils vont bien sûr avoir beaucoup de difficultés à répondre. Maintenant, ce sont des Space Marines, pas n'importe lesquels, ce sont des légionnaires du chaos. Ils se battent depuis 10 000 ans et ils vont reprendre l'ascendant. Alors l'ascendant c'est un grand mot, mais en tout cas ils vont reprendre pied, ils vont pas paniquer, et puis ils vont riposter. Malgré tout, les forces qui débarquent en fait de ce portail warp, de cette portail sur la toile plutôt, sont de plus en plus importantes, de plus en plus efficaces. Donc on va nous citer dans un premier temps Yvraine, hein, qui va aller attaquer et se porter au combat. Alors elle est vraiment à son plein potentiel en fait, parce que plus il y a de morts autour d'elle, plus les morts, alors que ce soit des ennemis, que ce soit ses ennemis ou d'ailleurs ses alliés, en fait, je me fais cette réflexion-là, où je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, elle est même renforcée par les âmes de ses adversaires, et qu'elle peut en fait assimiler aussi peut-être les âmes des guerriers du chaos, en fait, de la Black Legion. Et ça n'a jamais été trop mis en avant. Alors, je me rappelle plus trop. Je sais qu'à un moment donné, elle entend des voix qui viennent l'embêter, mais en fait, je pense qu'elle a vraiment cette capacité, puis elle absorbe en fait toutes ces forces-là. Et ce qui est certain, c'est que les forces qu'elle peut absorber, les âmes qu'elle peut absorber, la rendent plus rapide, plus forte, plus précise, et elle se joue assez facilement des Space Marines. Même, on nous dit un petit passage où quand elle décapite en fait un guerrier, sa tête n'a même pas le temps de toucher le sol, qu'elle se trouve brûlée, dispersée, et son corps aussi. Donc, elle a cette capacité d'absorber au-delà de l'âme, mais la présence en fait physique. Parce que autant on peut imaginer que l'âme s'échappe, le corps déjà pourquoi pas, on peut imaginer que le côté biologique soit constituant du corps de la personne, mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que l'armure elle-même disparaît. Il n'y a plus rien. On pourrait croire que l'armure tombe vide, mais en fait non. L'ensemble de ce qui constituait le guerrier, donc son armure, alors après on peut dire oui, les légionnaires du chaos, leur armure a fusionné avec leur corps. C'est pas sur la Black Legion que c'est le plus présent, mais malgré tout, l'ensemble de l'être Space Marine va disparaître. Donc, au fur et à mesure, on va avoir un peu tous les personnages qui sortent, Sainte Célestine. Donc, alors, chose à noter, c'est que jusqu'à présent, en fait, les forces de la croisade de Sainte Célestine n'avaient pas vraiment de nom. Là, maintenant, on va les appeler les Célestiniens. Donc, on a les Inari qui accompagnent Yvraine, et les Célestiniens qui accompagnent Sainte Célestine. Puis il y a les Greffaxiens, mais bon, là, elle a perdu à la courte paille, donc du coup, c'est le camp de Sainte Célestine. Bon, en tout cas, on a un peu toutes ces forces-là qui arrivent. On a le petit descriptif, on va aller assez vite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a des forces, et bien évidemment du Mechanicus, qui sont là avec Belisarius Cawl, qui protège toujours son reliquaire. On a des chevaliers de la maison Taranis, ça c'est important.
important aussi à noter. Je ne me rappelle plus à quel moment en fait ils ont rejoint les forces de la croisade célestinienne, mais en tout cas voilà, vous avez tout le panel, tout le melting pot qu'on peut imaginer, et puis ils triomphent très facilement des forces de la Black Legion. Même certains légionnaires cherchent à aller porter en fait le message à Abaddon en disant on a vu une force qui vient d'apparaître sur Ultramar, c'est constitué bizarrement d'Eldar, de Mechanicus, de Space Marine, en plus des Black Templars, qui sont pas forcément les plus aptes à faire des alliances, mais en tout cas voilà, ils ont tout mis de côté pour lutter contre le chaos. Mais l'efficacité justement de cette force combinée empêche les Space Marines du chaos de réussir à porter en fait ce message, et ils sont tous prestement éliminés. Ensuite, bien évidemment, séparation des forces, occupation du terrain. Ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas tous les personnages qui constituent cette alliance de croisade, parce qu'en fait d'autres sont en train de mener d'autres missions. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils voulaient en fait aussi avoir une force réduite pour ne pas être trop menaçant, parce qu'on peut bien imaginer que les ultramarines, s'ils voient apparaître comme ça d'un coup toute une force d'Eldar sur leur terrain, ils vont pas forcément leur souhaiter la bienvenue, leur offrir leur petit gâteau, c'est plutôt leur faire une petite volée de missiles dans la tête. Donc heureusement, plutôt, il y a aussi les forces de l'Imperium, mais en fait, on peut aussi imaginer que l'Imperium, on le connaît, va être très méfiant de forces Space Marine qui s'allient en fait avec des Xénos. Bon, après, heureusement, il y a Sainte Célestine, tout ça. Donc, on devrait quand même avoir des choses qui se passent bien. Mais en tout cas, c'est pas gagné. Voilà. Et puis, on va rester là pour cette première vidéo. Mais on voit, voilà, on est vraiment dans les prémices, un petit peu les préliminaires. On se rappelle de ce qui s'est passé. On nous redonne un petit peu l'efficacité, évidemment, des Eldar. Donc, on nous rappelle que Yvraine va se renforcer à chaque fois qu'elle va tuer des adversaires. Et c'est pas le cas uniquement d'Yvraine, mais c'est le cas de tous les Inari qui sont à côté d'elle en fait, parce qu'ils vont profiter des morts. Alors vraiment, il y a ce passage-là où là du coup, ça me pousse à réfléchir plus que ce que je pensais. Je me dis vraiment dans quelle mesure les forces ennemies renforcent les Inari. C'est-à-dire que vous tuez un Space Marine du chaos, un légionnaire du chaos, et puis du coup, il vient renforcer en fait votre propre combativité. Et je me pose la question de comment ça peut fonctionner. Est-ce que c'est uniquement les âmes des Eldar qui vont sur Enid, ou est-ce que Enid peut absorber d'autres types d'âmes, je ne sais pas trop. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu récemment peut-être toutes les vidéos, j'ai oublié un petit peu de tout ce que j'ai pu faire, et puis c'est un peu long à regarder. Donc voilà, je ne sais pas, mais si en tout cas vous en commentaire vous avez des infos là-dessus, je veux bien que vous remettiez une petite couche, ce sera pas mal. Voilà. Et puis écoutez, on s'arrête là, et puis comme d'habitude vous allez avoir comme ça des petites vidéos. Je vais essayer de rester sur un format entre 20-30 minutes, je ne vais pas essayer de dépasser trop ce format-là, parce que sinon ça fait un petit peu long sur les vidéos. Oui, je sais, il y en a qui veulent au contraire des vidéos de 4, 6 heures, 8 heures. Je pense qu'une fois que j'aurai fini l'avènement du Primarch, je vous ferai une vidéo compile de, je ne sais pas combien d'heures elle durera, de toutes les vidéos Gathering Storm, et que vous aurez une sorte de livre audio comme ça pour vous accompagner. Voilà, donc ça, ce sera, je pense que ce sera par contre un petit cadeau que je ferai pour les tipeurs, histoire de motiver les gens, toujours un petit peu, hein, on se charge des petites ficelles pour essayer de motiver les gens, donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici, pensez à liker, le petit like c'est vraiment important, un petit commentaire, si vous ne savez pas quoi dire, vous dites continue, on est avec toi, un petit palmier, un petit logo, etc. Ça aide aussi l'algorithme pour faire remonter la vidéo, on en a besoin, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Salut, bye.